Alors, ayant été interrogé sur le cas de la falaise de Saint-Paul, au-dessus de l'étang, je vous fais une rapide analyse. Ici, on a bien une falaise et on pouvait penser effectivement qu'on avait le même processus que celui qui prévaut sur la route du littoral, mais il n'en est rien. Ce que j'avais oublié de préciser sur la route du littoral, c'est qu'on a affaire à une falaise d'érosion, du fait qu'il n'y a plus de volcanisme depuis 2 millions d'années, en fait, qui vient rajeunir les terrains et vient rajeunir cette falaise. Et vous voyez qu'elle est d'auteur faible. À Saint-Paul, on a quelque chose de différent, puisqu'on va passer d'une altitude quasiment de 10 mètres au niveau de l'étang à 400 mètres sur les premiers quartiers qui sont situés au-dessus. On parle de falaise, mais regardez bien, on a des pentes relativement douces, beaucoup plus douces que si on avait une falaise pure. Ça, c'est quelque chose qui va rentrer dans l'explication. De plus, on est sur la planaise ouest. Les planaises, ce sont ces terrains volcaniques plats et en pente. Cette planaise connaît une activité tout à fait régulière. Elle n'a jamais vraiment connu d'arrêt de volcanisme très prolongé. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est des ravines au cours relativement peu encaissé, un peu profondes, qui débouchent de temps en temps sur des canyons plus profonds, plus creusés. C'est le cas ici. Alors je sais que ces ravines ont des noms connus, les Saint-Paulois les connaissent bien. On a donc des gorges profondes, alors que sur les endroits où on a un relief qui est plus régulier, en fait on a des ravines qui sont quasiment pas creusées. En fait on a des éléments en fait ici qui sont relativement jeunes. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer, interpréter tout ça? Je vous ai mis ici les éléments qu'on a. Vous voyez qu'en fait, les éléments plus récents, je les ai soulignés en rouge là, ils viennent former des structures surimposées à des parties qui sont plus abruptes. Et les parties plus abruptes sont celles qui justement sont ceinturées ou qui abritent justement ces canyons profondément creusés. Bon allez, on arrête le suspense, on y va pour l'interprétation. Saint-Paul en fait a connu un mouvement de glissement. Sur le volcanisme ancien, il y a plus de 500 000 ans, on avait une planaise qui était régulière et qui s'étendait en mer loin. Si on poursuit l'ensemble de ces ravines là, dans leur cours en amont, eh bien on peut les prolonger ici. Alors bien sûr, ce n'était pas ces ravines, ces ravines sont des ravines sur des terrains volcaniques récents, mais on peut imaginer que la planaise s'étendait comme ça d'amont en aval vers la mer de façon régulière. Alors qu'est-ce qui provoque cet effet de falaise? Eh bien c'est tout simplement un glissement. Ici vous voyez que le dénivelé de 400 mètres ne peut pas être expliqué simplement par l'érosion régressive comme on avait sur le massif de la montagne. Sachant que le massif de la montagne c'est un des plus vieux massifs qu'on a à La Réunion et c'est le plus vieux sur le littoral. Ici en fait ça s'explique par un glissement qui a sapé l'ensemble des terrains qui sont situés depuis l'arrachement jusqu'à l'océan. Tous ces terrains-là anciens ont disparu. C'est-à-dire qu'ici, on peut imaginer, je l'ai mis en jaune ici, on peut imaginer la limite d'une structure d'arrachement ancienne. Alors comment je la délimite? Eh bien, en fait, regardez tout simplement à l'endroit où la falaise, la rupture de pente est importante. Ici, on a encore une pente régulière de planaise, et puis tout d'un coup, on va avoir, hop, une rupture dans la pente. Ça veut dire que les laves plus récentes qui sont venues napper cette falaise, eh bien, en fait, elles ont dégringolé ici. Ça veut dire qu'on peut placer l'ancienne falaise sur cette limite-là. Alors oui, c'est aussi à cette époque qu'on va creuser les canyons anciens, parce que quand vous avez des ravines régulières qui viennent entailler la planaise, eh bien, du moment que vous créez une falaise, ça décuple l'érosion à l'endroit de la rupture de la pente. C'est comme ça que vous allez faire vos ravines relativement encaissées à l'endroit où la pente est rompue et devient plus importante. Ici, l'eau devient beaucoup plus agressive et c'est pour ça qu'on va former ces canyons. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, l'activité volcanique reprend et elle vient napper la falaise et elle vient former donc ces terrains en pente plus douce dont on voit bien qu'ils ont débordé, qui sont venus napper la falaise. D'abord il y a eu cela, puis ensuite cela. Il y a plusieurs générations de lave qui sont venues napper la falaise qu'on ne voit plus, la trace d'arrachement du glissement ancien. Je vous le disais, le volcanisme dans le secteur est trop important. Cette falaise là de l'arrachement, on ne la voit plus. Donc il y a eu plusieurs générations en fait de remplissage, de nappage. On voit une première génération ici, là, ensuite une deuxième génération avec des pentes encore plus douces. Et bien sûr, depuis, l'érosion reprend. L'érosion reprend et elle attaque les structures en pente douce, mais qui sont relativement récentes. Ça, c'est de la phase 150 000 ans, où on n'a quasiment pas de ravines encore dessus. D'autant qu'on a des pluviométries qui sont relativement faibles dans l'ouest. Ces premiers remplissages qui commencent à être pris avec le dégagement des ravines anciennes et profondes, qui sont redégagées et recreusées. Voilà, et tout ça amène au paysage actuel. Donc non, la falaise qui ceinture la partie amont de l'étang n'est pas une falaise d'érosion de recul. Bien sûr, c'en est une aujourd'hui, c'est une falaise en érosion, on le voit avec le creusement bien sûr des ravines, mais cette érosion en fait reprend des structures en remplissage. Mais les premiers éléments qui ont formé ce grand dénivelé là, correspondent à un glissement. N'hésitez pas à vous abonner à la page et puis faites suivre. Plaisir, à bientôt dans un autre reportage.